Vous le savez, sur le solaire, c'est un choix stratégique, comme les énergies renouvelables. Il faut dire que l'hydraulique, on a déjà dans le département, et c'est un atout, de nous être engagés à fond dans le photovoltaïque, que ce soit sur des toits de particuliers, d'immeubles, de hangars pour des paysans, ou que ce soit des centrales, des fermes photovoltaïques au sol, comme on a au Mai, par exemple. C'est un choix stratégique parce que c'est pour nous préparer l'avenir. Quand on parle de transition énergétique, ça repose sur des économies dans nos modes de vie, dans nos modes de chauffage, des isolations. Ça repose aussi sur les énergies renouvelables, et pour nous, au premier rang desquelles, le solaire. Donc c'est un choix stratégique. Vous vous rappelez qu'on a très vite établi un schéma départemental avec l'État, travaillant la main dans la main. Les porteurs de projets ont un guichet unique. Ils n'ont pas besoin de 50 instructions. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure pour les subventions en général. Nous avons pris en compte très attentivement la préservation des terres agricoles. Donc le schéma, c'est pas de centrales sur des terres agricoles. La préservation de l'environnement en consultant les ONG. On a largement assez de place dans ce département, dans des zones de friches, dans des friches industrielles, pour pouvoir réaliser de grandes surfaces, de nombreuses surfaces photovoltaïques. Vous vous rappelez sans doute que nous sommes avec 37%, enfin nous représentons 37% de la surface photovoltaïque de l'ensemble de la région. Et nous sommes le premier département de France. Malheureusement, le gouvernement précédent a mené une politique d'extrême brutalité. C'est-à-dire qu'après avoir continué ce qui avait été décidé sous le gouvernement de Lionel Jospin, c'est-à-dire une forte subvention pour que les énergies renouvelables, ça vaut aussi pour l'éolien, puissent devenir concurrentielles. Elles ne sont pas du jour au lendemain avec l'électricité classique, et notamment l'électricité nucléaire. Forte politique de subvention. Bien entendu, ça avait un coût. Bien entendu, il n'aurait pas été scandaleux de dire on va se donner un calendrier, profiter de l'augmentation des rendements des panneaux solaires et faire une décroissance. Mais négocier, en prévenant les gens, et pas en annonçant un moratoire avec 3 arrêtés contradictoires qui fait qu'il y a des contentieux dans tous les coins, et on a une politique brutale qui a conduit à la perte de centaines d'emplois dans ce département et à la perte probablement de 20 000 emplois au niveau national. J'ajoute que nous avions commencé avec la Chambre des métiers, par exemple, avec l'IUT, à réfléchir à une mise en place de formation. Nous avons réfléchi aussi à un travail de recyclage. Nous voulions développer un travail de recherche. Et nous avons, vous l'avez vu, on en a parlé au Conseil général, un partenariat très fort avec le commissariat à l'énergie atomique pour la Cité du Soleil, pour travailler sur les panneaux futurs qui permettront d'avoir une filière française. Donc, je souhaite et j'espère, je m'en suis entretenu notamment avec Delphine Batho, que le gouvernement, il y a la réunion aujourd'hui, demain, reprendra la marche en avant. Encore une fois, je suis conscient de l'état des finances publiques, je ne demande pas la lune, mais qu'on discute avec les industriels, avec les collectivités locales, pour avoir un soutien qui peut être limité dans le temps, qui peut être conditionné à l'amélioration des rendements, qui va aller relativement vite. L'amélioration des rendements, c'est ce que me disent tous les industriels que je connais, qui sont installés sur le département. Donc j'espère bien qu'on va pouvoir reprendre cette marche en avant, et on va avoir quelques échos à travers les réunions d'aujourd'hui et de demain. Donc, c'est une excellente transition avec la politique nationale. D'abord, un mot général. Je suis particulièrement indigné des critiques qui se sont fait jour, plutôt dans la presse nationale, plutôt dans certains hebdomadaires, sur ce qui serait la nullité supposée du gouvernement et du président, sont-ils tous nuls, sur le fait qu'ils n'ont rien fait, ou qu'ils auraient perdu du temps. En réalité, je mets tout le monde au défi de me trouver un gouvernement qui a fait plus en 4 mois que celui-ci depuis 1981. Et c'est pas en 4 mois qu'on règle des retards, des difficultés accumulées sur au moins 10 ans. Je ne vais pas faire une énumération, un catalogue. La TVA sociale, on a eu tendance à l'oublier. Mais c'était fait, c'était décidé, c'était dans les tuyaux. La TVA sociale, c'était un prélèvement de 11 milliards d'euros sur les ménages. Et quand on parle de pouvoir d'achat, ça aurait eu un poids considérable. Le logement, céder gratuitement les terrains appartenant à l'État pour les collectivités locales pour construire du logement social, c'est 110 000 logements. Le tarif social, c'est en cours de discussion, qui permettra de diminuer la facture du gaz et de l'électricité pour les familles nombreuses et pour les familles modestes. Bon, et je pourrais continuer la liste. Mais c'est vrai que l'urgence, ça a été dit par le président, par le Premier ministre, c'est l'emploi. Et l'emploi, c'est maintenant. C'est les 150 000 emplois d'avenir dont on parlait tout à l'heure pour les 16-25 ans. C'est les 500 000 contrats de génération. Donc,
je crois encore une fois que ce serait totalement injuste de faire grief à ce gouvernement. Ce qui est vrai, c'est que la situation est d'une gravité exceptionnelle, qu'elle est plus difficile encore que prévu, non pas seulement à cause de l'héritage, mais parce qu'il y a une absence de croissance. Et donc un des points essentiels sur lesquels moi je compte travailler, m'exprimer dans les semaines et les mois à venir, c'est qu'il faut absolument que le gouvernement, le Parlement, explicite un plan ambitieux de croissance. François Hollande a réussi une performance qui était incroyable au départ, d'avoir un plan de croissance européen, mais il n'est pas suffisant. Et on en parle un peu dans ce papier. Il faut qu'à travers la transition énergétique, la réunion avec Delphine Batho sera très importante, des incitations fiscales, des subventions aux économies d'énergie qui font travailler le bâtiment, les petites entreprises, l'innovation des PME, le financement des PME à travers la banque publique, on ait une vraie stratégie de croissance pour ne pas tomber en effet dans l'austérité et dans la régression. Alors je prendrai deux sujets d'actualité, la fameuse tranche à 75%, puis bien sûr le traité européen dont chacun sait ici qu'il fait débat, y compris à gauche. Alors la tranche à 75% sur les revenus de plus de 1 million d'euros. Je veux juste rappeler 2 ou 3 faits à ce sujet. Premier point, vous le savez sans doute, ça n'est pas une idée socialiste française. Le premier, à ma connaissance, à avoir non seulement parlé de, mais fait une tranche, en l'occurrence à 79%, c'est Franklin Roosevelt au moment de la Grande Dépression. Franklin Roosevelt n'est pas un gauchiste, n'est pas un socialiste, même s'il a une politique keynésienne d'intervention. Les États-Unis, c'est pas un pays où on n'aime pas les riches. 79%. Il l'a même mis jusqu'à 90% sur ce même genre de tranche. Alors après, ça a duré. Après Roosevelt, après la guerre, jusqu'à Reagan, qui lui est revenu évidemment à des niveaux beaucoup plus favorables aux riches, mais c'est la politique qu'il menait. Deuxième point, le fameux bouclier fiscal dont on a parlé, reparlé, reparlé, rappelez-vous, les déclarations du gouvernement de l'époque, du président précédent, c'était fait pour, justement, faire revenir les riches exilés. Vous en avez vu beaucoup des riches exilés qui sont revenus ? Madame Lagarde, elle pensait qu'elle allait stationner Gare du Nord et voir les gens qui prenaient le train de Bruxelles pour revenir. Johnny Hallyday, grande caution morale du président Sarkozy. Elle dit si c'est Sarkozy, si c'est la gauche, je m'en vais, je reste à l'extérieur, si c'est Sarkozy, je reviens. Toujours pas revenu. Accoyer, le précédent président de l'Assemblée nationale, il faut se rappeler tout ça, avait dit il faut une amnistie. Alors le ministère des Finances était un peu plus prudent, il avait pris une formule plutôt comique, il avait parlé d'une cellule de dégrisement. Alors dégrisement au sens de l'ivresse de gagner un maximum d'argent et de payer peu d'impôts, dégrisement au sens de sortir de zone grise. Bon, tout ça n'a rien donné. On a plus d'exilés fiscaux, comme on dit, aujourd'hui qu'on en avait en 2007. Et je rappelle aussi, parce qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte, moi je me rappelle très bien qu'au mois d'août 2011, 16 grands patrons ont fait une tribune dans le Nouvel Observateur disant « taxez-nous ». La volonté d'être plus imposé pour participer à l'effort national. Alors aujourd'hui, ils expliquent que ce n'était pas comme ça, qu'il aurait fallu faire autrement. Mais on ne peut pas être complètement incohérent. Dire une chose en août 2011 et le contraire en août 2012, il est vrai que c'était avant l'élection. Voilà, donc je voulais là-dessus mettre les choses au point de la manière la plus nette, et j'en viens au traité européen. Cet article est évidemment en relation. Oui, pardon. Oui, interromps-moi. Alors sur les 65%, sur les revenus supérieurs à 1 million d'euros, oui. Alors vous n'avez pas le sentiment alors que c'était un truc mal vendu par le gouvernement ? Je ne crois pas, ça a déclenché énormément de polémiques. Je crois que ça a été apprécié comme promesse électorale. Ce sera apprécié que cette promesse, comme j'espère toutes les autres, soit tenue. Mais je pense, je ne sais pas s'il y a des sondages, mais ça ne choque pas les gens, et même, ça ne choque pas certains cadres supérieurs. Encore une fois, avec 1 million d'euros, on a de quoi vivre, même quand on a des charges importantes dues, je sais pas quoi, à un yacht, à une résidence secondaire sur la Côte d'Azur ou autre chose. Non, je ne crois pas que c'était mal vendu. Je crois simplement que, là, on s'est heurté au mur de l'argent. C'est une réalité historique. Des années 30, des années 81, l'entreprise est importante. Les patrons qui investissent et prennent des risques sont respectables, mais vouloir gagner de l'argent, c'est scandaleux. Il y en a d'ailleurs quelques-uns, y compris dans les... il n'est pas nombreux, dans les vedettes de cinéma, je pense à Danny Boone, qui a dit mais c'est tout à fait normal. Ou dans les footballeurs, il n'y en a pas des tonnes, il y a Dorasso, il y en a quelques-uns, mais c'est simplement indécent. Donc je ne crois pas qu'on l'ait mal vendu, je crois qu'on s'est heurté à une bataille, et c'est une belle bataille, c'est une bataille idéologique, c'est pas ça qui va boucher le trou, mais c'est symbolique au sens d'un fort symbole politique qu'on demande un effort plus fort aux plus riches.
Alors le traité européen, évidemment, il fait débat. C'est pas ce qu'on aurait souhaité si on avait un ensemble de gouvernements de gauche en Europe, mais malheureusement c'est pas le cas. Mais il y a des critiques qui méritent débat, et il est normal que le débat se poursuive avec les forces politiques, au Parlement, parce que ça mérite un débat respectueux des idées des uns et des autres. Alors parmi les arguments importants qui méritent d'être examinés, il y a l'idée au fond qu'on se ligote. On abandonne notre souveraineté, puisque la France, si le traité est ratifié, les pays qui le ratifient, qui le signent, vont s'imposer de rentrer dans des règles extrêmement contraignantes avec une supervision européenne. Mais en même temps, n'oublions pas que le premier poste du budget, c'est la dette. N'oublions pas que, traité ou pas, et François Hollande l'a bien dit, il faut réduire la dette. Il faut réduire la dette parce que ça nous handicape dans l'action, ça pèse sur les générations futures, et compte tenu du fait qu'on ne va pas réguler d'ici demain la finance mondiale, on est victime, prisonnier de la spéculation. Donc je crois qu'il fallait faire ce choix, sachant que le traité n'interdit pas des marges de manœuvre, et c'est très important. Ce sera à exploiter politiquement, si on estime, on étant la France ou notre pays, qu'on en a besoin. Alors c'est un peu technique, on parle du déficit structurel, c'est vrai que les économistes ne sont pas d'accord entre eux. L'idée quand même est la suivante. S'il y a des difficultés, des circonstances exceptionnelles, un risque de récession, on peut estimer que des investissements anti-crise, anti-récession, pour développer l'avenir, sont acceptables en dehors du plafond qui a été fixé par le traité. Et c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille pour expliciter ces critères et nous donner des marges d'action plus fortes. Si on ne vote pas ce traité, quelle est l'alternative ? Quelle est l'alternative compte tenu de l'état des forces en Europe ? Je crois que malheureusement il n'y en a pas. Il faut considérer ce traité comme une étape discutable, moi je l'admets volontiers, insuffisante, mais comme une étape à partir de laquelle on peut construire quelque chose, d'où le papier que j'ai signé avec quelques autres. Il faut qu'à partir de là, on dise, bon, on a fait ça, il faut qu'on développe le plan de croissance européen, encore une fois, il est important mais pas suffisant. Il faut qu'on aille vers une Europe sociale, qu'on discute des emplois pour les jeunes, qu'on crée un Erasmus pour tous, qu'on ait une Europe de l'énergie, qu'on demande à l'Europe de soutenir nos activités en matière d'économie d'énergie et qu'on rediscute de l'Europe sociale, d'un salaire minimum en Europe. Mais mon avis est que ça ne peut se faire que si on n'est pas quasiment isolé en ne signant pas ce traité. Voilà. Donc je partage tout à fait l'avis exprimé encore récemment par nos trois parlementaires. Pardon ? Il sera voté de toute façon. Il sera voté, mais vous savez qu'il y a débat, un peu au sein des socialistes, au sein des Verts, il y a de l'opposition, je crois on peut dire, du côté du front de gauche, il y a partage au niveau des Verts, il y a un certain nombre de socialistes qui voteront peut-être contre ou qui hésitent. Voilà, mais enfin, même s'il est voté, c'est un débat qui est tout à fait normal sur un sujet difficile. Sur la politique nationale, l'Europe me fait la transition avec l'international, des questions. Juste un mot là sur l'arrivée d'Harlem Désir au secrétariat national. Oui. Alors, d'abord, moi j'ai regretté, je l'ai dit publiquement d'ailleurs à la fête de la Rose, que, même si je peux comprendre les raisons, le parti qui a été le parti des primaires, qui a fait une innovation démocratique formidable, on est une mécanique très étroite pour... Alors bien sûr qu'il y aura un vote, bien sûr, mais enfin, pour quasi désigner le successeur de Martine Aubry. Je trouve que ce n'est pas de bonne méthode. Bon, je connais bien évidemment Jean-Christophe Cambadélis et Harlem Désir, et le choix d'Harlem Désir me va bien, pour des tas de raisons. C'est quelqu'un que je connais de longue date, c'est quelqu'un que j'ai connu lorsque, ensemble, avec quelques autres, on a fondé SOS Racisme. C'est quelqu'un qui, c'est vrai, aujourd'hui, apparaît, il le dit parfois en se moquant de lui-même, hein, comme manquant de charisme, comme étant un peu langue de bois. Bon, moi je crois que ce sera à lui de faire ses preuves, hein, mais que la flamme qu'on a perçue chez le jeune Harlem Désir, elle n'est pas éteinte. Et en plus, c'est un type, alors ne me faites pas dire que je critique les autres, mais dont la loyauté et dont le caractère droit est incontestable. Il a d'ailleurs joué très bien son rôle pour l'organisation des primaires socialistes. Donc je pense que c'est un bon choix. Cela dit, à ce stade, moi je signe une motion
qui n'est pas la motion majoritaire. Je me rallierai évidemment à la motion majoritaire, avec Gaëtan Gors et Juliette Méadel, qui s'appelait « Décide-moi un parti », et qui va s'appeler, ça a changé de nom parce qu'on a fusionné avec d'autres, « Questions de principe », qui met l'accent sur la rénovation du parti, sur la parité, sur les procédures démocratiques, sur la démocratie dans toute la société. C'est un accent particulier. Bon, on fera le score qu'on fera, mais que je voulais porter, mais bien entendu, nous serons, je peux parler au nom des deux premiers signataires, Gaëtan Gors, donc le sénateur de la Nièvre, et Juliette Méadel, nous serons ensuite dans la foulée de la motion majoritaire. Alors un mot sur l'international. L'Europe, c'est plus de l'international, mais ça m'a offert la transition. J'ai été, comme vous le savez, au congrès de l'international socialiste, représentant la fondation Jean Jaurès, donc le think tank, comme on dit, lié au Parti socialiste, avec laquelle je travaille et je travaillerai de plus en plus. C'était au Cap, en Afrique du Sud. Moi, je regrette que la presse nationale en ait si peu parlé. Il y a eu un article dans le Figaro, mais qui était sur Ségolène Royal, qui y était également. Pourquoi? Parce qu'il y a 160 partis, qui sont des partis progressistes dans l'ensemble. 160 partis. Ça représente une force. Il y a des débats. Il y a des choses intéressantes. À un moment, on parle de la mondialisation. Rien. Rien, ce qui est très dommage. Alors, c'est vrai aussi que c'est passionnant par les contacts qu'on peut nouer avec des gens qui, parfois, sont dans l'opposition, difficiles pour défendre les droits de l'homme, parfois sont au pouvoir. Et donc, moi, ça m'a permis, en particulier, de travailler beaucoup sur la zone du Mali et du Sahel avec un certain nombre de forces démocratiques. J'en reviens pas avec la solution absolue, mais on a exploré un certain nombre de pistes qui ont été transmises à Laurent Fabius et à François Hollande. Un mot sur l'Afrique du Sud elle-même, puisque j'ai eu l'honneur d'accompagner Ségolène Royal dans sa visite au président Zuma, le président sud-africain, à qui il a remis une lettre de François Hollande. L'Afrique du Sud, on a tendance à l'oublier, il n'y a que 18 ans qu'elle est sortie de l'apartheid. Il y a encore beaucoup de problèmes. Et à vrai dire, m'a-t-il semblé, plus des problèmes sociaux, comme le drame de la mine, plus encore des problèmes sociaux que des problèmes de couleur de peau. Et donc on a interrogé le président Zuma, qui était extrêmement choqué, comme d'ailleurs tous les Sud-Africains, ça rappelait les pires époques de l'apartheid, et qui a dit très fermement maintenant, je vous dis ça parce que c'est intéressant, j'espère qu'il va le mettre en œuvre, il dit c'est scandaleux, il dit ils sont payés peanuts, et ça aurait pu et dû être évité. Donc, je pense qu'il va peser pour que cette question sociale, s'il y a beaucoup de mines là-bas, vous le savez, soit réglée. Pour le reste, je continue à suivre évidemment les questions des printemps arabes avec la même préoccupation de vous, la question de la Syrie, mais bon, je ne veux pas être trop long, je vous signale que je continuerai à suivre ces dossiers, sans doute dans des missions, et en tout cas pour la Fondation Jean Jaurès, je garde mon intérêt pour l'international.